On apprend en marchant, c'est aussi la première fois que j'exerce le métier de la qualité de produit de la Legal Tech. Donc je pense que on apprend tous et on va faire les tris à la fin pour définir ce qui a été utile, ce qui n'a pas été utile. Parce que c'est ça aussi la beauté de l'innovation, que parfois on se lance dans des parcours et des projets ça ne marche pas toujours. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Illuminés du droit avec l'ami Liaison et Open Law, le droit ouvert. Un plaisir de vous présenter chaque mois des personnes qui ont choisi de faire du droit un petit peu différemment et vous donnent envie d'embrasser la profession. Là, on va aller un petit peu dans le domaine Legal Tech, on va aller dans l'innovation, mais on va aller aussi chez les éditeurs et on va aller chez Karnov. Donc, on est à la maison. Bonjour Iga. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Très bien, très heureux de vous recevoir parce qu'en plus, c'est une vieille histoire entre nous. J'ai eu le plaisir de vous voir sur les bancs de la Sorbonne. On en reparlera tout à l'heure. Dans un DU Management, Finance, Droit, qui est assez original et qui n'est pas assez connu, je trouve, à la Sorbonne. C'est ça. Je pense que je cherchais de la complémentarité. Je pense que c'était une recherche de non pas seulement connaître la substance du droit, mais aussi savoir des aspects de gestion de l'entreprise, peut-être se lancer dans un projet entrepreneurial moi-même. Ah oui, ça, on va en reparler parce que vous êtes assez entrepreneur. Alors aujourd'hui, vous êtes groupe lead AI Product Excellence, donc vous êtes la reine de l'IA dans le groupe Karnov, c'est ça? Je ne dirais pas la reine, hein. J'essaye d'apporter ma petite graine à la solution finale. De la Pologne, alors vous êtes passé, je crois, par le Canada avant d'arriver en France et de partir à la Sorbonne où vous avez fait finalement une carrière un petit peu classique, le master de Office. Un petit mot sur Office parce que c'est une très belle formation, pas toujours connue. Très belle formation, très technique. Et en fait, j'étais la seule personne qui venait finalement du droit international. Parce que Office, c'est Opération et fiscalité internationale des sociétés. Donc, c'est du droit national à l'international. Et contrairement à ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire droit européen ou droit international. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec des fiscalistes et des personnes qui étudiaient le droit des sociétés qui voulaient s'ouvrir à l'international. Et moi, au contraire, je voulais m'enfermer un petit peu sur les droits nationaux. Donc, j'étais la seule personne qui avait un tel parcours qui était admis dans cette formation, un master excellent que je recommande vivement, mais très technique. Mais c'est ce que vous cherchez un petit peu pour mieux connaître en fait les soubassements de ce droit. Mais en parallèle, toujours un petit peu artiste, déjà des podcasts, si j'ai bien compris? Oui, les premiers podcasts, les seuls, je pense, en polonais sur la Legal Tech. En fait, comme je disais toujours de ces podcasts, je pense que c'était assez égoïste de ma part. Je cherchais en fait à élargir mes connaissances, donc non pas seulement à mettre en lumière la Legal Tech comme une matière qui en Pologne, je crois que ça date d'il y a 8 ans peut-être, qui n'était pas du tout connue, même le mot n'existait pas tout à fait. Pas beaucoup plus en France à l'époque. À l'époque, peut-être. C'était un peu le début. Ouais, probablement. Probablement. Donc, en fait, l'idée, c'était de m'informer à moi-même et quelle autre excuse que le podcast pour pouvoir interviewer des personnes et apprendre davantage sur la matière. C'est pas égoïste parce que comme ce qu'on fait en ce moment, en fait, vous donnez la possibilité aux autres d'avoir des idées de carrière, de rencontres, de choses de ce type-là. Donc, non, vous étiez déjà très altruiste, déjà entrepreneur puisque vous cofondez un cabinet d'avocats, si j'ai bien compris. Oui, c'était en collaboration avec une avocate polonaise qui aussi exerçait en France. Donc, en fait, j'essayais toujours de trouver un petit peu ma niche et bien évidemment, je ne pouvais pas m'échapper de la langue polonaise, qui n'est pas la langue la plus parlée au monde, je pense, par les juristes français. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai une formation assez classique en droit français. Et c'était pour desservir les clients, la clientèle internationale, dont la clientèle polonaise. Ce qu'on appelle de l'inbound, donc des étrangers qui viennent s'installer en France. Cette aventure, en plus, en parallèle, puisque c'est la deuxième fois où nous sommes rencontrés, vous avez concouru au premier Technodroit, je crois, donc le concours de sortie du DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, et vous avez présenté un projet qui est celui que vous avez fini par vendre à Wolters après le Covid, ou c'était autre chose? Ouf, ça serait difficile, je pense, de retracer maintenant la chronologie des faits. Peut-être, c'était toujours ma curiosité par l'obligation de l'administration d'ouvrir les données. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose où je sentais un peu de potentiel.
Parce que c'est une obligation qui vient de l'Union européenne. L'exécution n'était pas tout à fait à point par différentes juridictions, ou plutôt différentes administrations. Et en fait, de là, notre idée aussi, avec la start-up en Pologne, de faire du lobby et en fait d'arriver à faire un système informatique en parallèle et d'arriver à vraiment ouvrir les données au grand public et se brancher directement à travers de ce qu'on appelle API et en fait de faire des formulaires, de faire des contrats, etc. etc. Et donc, Simplified Doc, vous le vendez à nos amis de Voltaire, c'est vous partez avec votre chèque, vous installez en Espagne, c'est ça? Oui, on peut le dire que c'est ça, en fait. Besoin de soleil? Besoin de soleil, besoin de la mer, Ouais. d'être près de la plage aussi. Je pense que c'est... Paris est une ville incroyable, magnifique, très inspirante, mais on a aussi besoin d'exécuter. Donc, c'était toujours en fait les recherches de compromis, d'équilibre entre l'inspiration et puis l'exécution. Et là, c'est Valence avec un job. Alors, ça s'appelait pas LegalOps à l'époque, mais ça y ressemblait un petit peu dans un cabinet d'avocats espagnol, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, c'était un cabinet qui existe encore. C'est un cabinet de droit de société qui est basé à Valence, aussi avec des bureaux à Madrid, spécialisé pour travailler avec des startups tech, avec des entreprises innovantes. Et je pense que c'est ça qui les a ramenés à chercher un profil d'innovation juridique, parce que ces genres d'entreprises, ils avaient des besoins déjà d'un service un peu plus augmenté. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça assez atypique, parce qu'un profil de LegalOps dans un cabinet de taille moyenne, plutôt. Oui, parce qu'il y avait combien d'avocats? Plus de 25. 25. Donc, c'est vrai que même si le marché espagnol est assez rock'n'roll, plus que le marché français, et assez innovant, quand même, pour une structure de 25 à Valence, c'est totalement atypique. C'est une rencontre avec les patrons, en fait? Comment ça s'est fait? Oui, c'est des croisements de réseaux, en fait, avec des contacts déjà existants par d'autres projets. Mon année Erasmus aussi à Valence, où j'avais travaillé aussi dans un cabinet d'avocats, où j'avais déjà pitché un projet de Legal Tech, sans connaître véritablement les mots Legal Tech, parce que ça date aussi encore d'avant les Simplified Docs. Donc, je pense que c'était le réseau de connaissances aussi, LinkedIn, qui m'a beaucoup aidé en fait dans tout ça, l'effet d'avoir les podcasts. Et c'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer les associés de ce cabinet qui m'ont exprimé ces besoins de vraiment un peu augmenter les niveaux de service et moderniser les niveaux de service. Et ensemble, on a inventé cette fonction de Head of Legal Tech and Innovation pour ces cabinets espagnols. Et toujours la même ouverture sur l'international, même si vous ne le faisiez pas avec votre cabinet d'avocats, mais des podcasts, des associations sur lesquelles vous poussiez en fait la partie internationale et Legal Tech, toujours pour vous éduquer et rendre service aux autres ou... Je pense que la logique derrière était un peu semblable. Je pense que c'était vraiment... c'est des postes très isolés. On est très souvent tout seul. Je commençais en 2000... Vous saurez mieux que moi, 2021 peut-être? Non, je ne regarde pas les dates à mon âge, vous savez, il y a des choses, on arrête. Je pense que c'était 2021, probablement, C'était 2021, c'était après le Covid, puisque votre start-up s'était développée pendant le Covid. J'ai vendu exactement en même temps, soutenu mon doctorat. Et en fait, on est assez isolés. C'est-à-dire, déjà, je n'avais pas beaucoup d'amis qui exerçaient cette profession. J'étais la première dans la structure à avoir ce poste. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'entourer des personnes qui vont nous conseiller, avec qui on va tout simplement aussi pouvoir échanger, parce que les problématiques sont transversales. Et oui, parce que même si le marché aux États-Unis ou en Grande-Bretagne commençait à démarrer, en fait, les moyens confiés au LegalOps ne sont pas du tout les mêmes et la fonction a même du mal à exister dans certains cas. Exactement. Donc, en effet, je faisais partie, j'en fais toujours, de certaines associations de l'innovation, de la Legal Tech, le consortium. J'étais aussi la responsable de la Legal Tech dans des associations des avocats, des juristes, comme AIJA, par exemple. Et l'objectif n'était pas tout à fait le même, mais c'était vraiment que j'étais déjà dedans, parce que j'ai ce profil international, je pense, avec des langues parlées et des voyages, et la visibilité sur LinkedIn, peut-être, à cette époque-là, et qui m'a ramené à avoir ce genre de connexions et de pouvoir partager cette expérience, de donner et de prendre.
Alors, vous travaillez avec des avocats, vous êtes docteur en droit, le système pour devenir avocat en Espagne est plus souple qu'en France, et vous ne franchissez pas le pas. Non, je commençais à faire homologuer mes diplômes depuis que j'avais 16 ans, quand j'ai passé Mhm. les bacs au Canada, en fait. Il a Ouais. fallu que je fasse homologation de mon diplôme en Pologne. Après, il a fallu que je fasse la même chose pour entrer à la fac En en France. France. Et après, pour l'Erasmus, il a fallu que je fasse la Mhm. même chose. Déjà que ça, je pense que ça devrait me donner le diplôme d'avocat. Et en fait, j'ai retrouvé un peu ma voie, je pense, avec la Legal Tech. Et faut pas mentir que les circonstances du Covid, d'accélération de la transformation digitale et aujourd'hui l'IA génératif ont fait en sorte que je ne me repose plus la question. C'est-à-dire, je suis passée de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, avec des rencontres qui font que bah, vous arrivez dans cette maison, on peut dire, même s'il n'y est plus, un bonjour à Guillaume. On peut dire bonjour à Guillaume. Alors, Guillaume de Roubaix, donc un des parrains du secteur, qui vous prend sous son aile, ça s'est passé comment en fait C'est une drôle d'histoire parce que je pense que je vous l'avais raconté qu'il y avait une soirée où je n'étais pas invitée. Et tout mon réseau LinkedIn a commencé à féliciter Guillaume pour la prise en fonction Ouais. de la mi-liaison et C'était le aussi lancement de Carnot, des groupe Carnot Région suédois, Sud, suite à région l'acquisition, sud, en effet. exactement. Et en fait, mon LinkedIn, ce n'était que ça. Et je me suis dit, comment ça se fait que j'y suis pas? Comment ça se Oui, fait parce qu'en plus, que... Guillaume venait d'Espagne, donc Exactement. Donc, en fait, ça a commencé à faire du match, c'est-à-dire les pays concernés, l'acquisition de la France, de l'Espagne. Je commençais à me poser aussi la question sur les changements parce que je voulais plus d'international. J'avais un peu plus faim pour des gros projets. Et en fait, on s'est contacté. Moi, je envoyais ma candidature et en fait, on ouais. s'est rencontrés et on s'est dit, let's go. Et donc là, vous prenez en charge l'innovation. Alors, ça se passe comment, l'innovation dans un groupe d'édition? À la fois, on se dit, mais c'est un ADN qui existe depuis X temps, et vous arrivez là-dedans, vous n'êtes pas éditeur, vous êtes une jeune femme, enfin, compliqué, non, au départ? En fait, s'il y avait une transformation, parce que la maison d'édition, c'est surtout les éditeurs et Oui, c'est à l'époque aussi du papier. ouais. Là, ils ont dû passer déjà la cape de digitalisation, de passer sur les plateformes, mais bien évidemment, il y avait la vague d'intelligence artificielle générative. Donc, c'était la création d'outils d'IA. Donc, Ouais, en fait, donc vous êtes j'étais... arrivé en fait au début et avez accompagné ce déploiement de l'IA dans le groupe qui structure en fait tout le partage aujourd'hui du savoir, puisque vous avez commercialisé une solution, l'AMI IA, dont vous êtes très fier. Exactement. Par contre, je n'étais pas rattachée au département produit encore. Là, je suis au produit groupe. D'accord? Donc, c'était plus l'innovation aussi dans les services, et même au sein de l'entreprise, Oui. avec cette expérience que j'avais chez Axion, le cabinet d'avocats. Et en fait, on a mené plusieurs projets, aussi l'effet de... Il y avait beaucoup de transformations à la fois, les acquisitions, ce que j'ai aussi Mhm. connu de mon doctorat ou de l'observation de la pratique. C'est très complexe d'un point Ouais. de vue culturel. Il y a, je Oui, me parce qu'on rappelle le plus rappelle, exactement, Karnov, c'est suédois. Donc même si et les danois, Suédois et Danois, ah, je ne et savais danois. pas que Danois aussi. Et danois. Et en fait, D'accord. ils ont acquis le même jour la mi-liaison et deux sociétés numéro 1 et 2 en Espagne, Ouais, Aranzadi et Laley. Et ouais. maintenant, c'est Aranzadi et Laley. Et en fait, il y avait beaucoup de transitions. Donc, je pense que c'était aussi cette expérience de multiculturelle, cette Ouais. sensibilité au changement, la capacité de parler la langue maternelle des employés, de les ramener. C'est comme 1 plus 1 vaut 3, en fait, finalement. Donc, je pense que c'est pour ça, peut-être, il a vu le potentiel. Il faudrait demander à Guillaume, mais en tout cas, je ne m'ennuyais pas. Oui, ouais, mais ce côté interculturel est intéressant. On a reçu dans Les Illuminés Jonathan Williams Mhm. avec sa perruque de prosécuteur. Et en fait, cet élément, puisqu'il travaille aussi avec des Suédois, interculturel est intéressant parce que même si les équipes sont internationales et ont l'habitude de travailler à l'international, il y a quand même des spécificités et un management qui n'est pas celui des autres. Hein. En vrai, c'est très particulier parce qu'il y a 3 niveaux de culture. C'est-à-dire, Mhm. il y a les cultures d'entreprise, corporate, et puis il y a la culture de pays, et Ouais, puis chacun de nous, il a sa propre culture et la ouais, manière d'être. Donc en fait, j'essaye d'être prudente et l'expérience personnelle m'a aussi fait comprendre que
faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas classifier trop rapidement. Je ne sais pas, je pense que c'est difficilement explicable comment on acquiert cette capacité d'adaptation, de flexibilité, de compréhension de travail à l'international. Mais je pense que c'est toutes ces expériences d'avoir habité au Canada à jeune âge, finalement. Je suis partie à 16 ans au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Pologne, en France, dans le Nord aussi, à Lille, qui a fait en sorte qu'en fait, c'est naturel, de quelque sorte. Je pense. Après, vous avez aussi, je crois, une curiosité naturelle, parce que j'ai constaté, vous avez toujours enseigné, en fait. On a à peu près la même maladie, c'est-à-dire que depuis quasiment l'origine, on essaye de partager ce que l'on sait. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je pense que c'était mon premier job aussi, quand j'étais encore à la fac. Donc, je pense que c'était un job d'étudiant qui était un peu autorisé dans ma famille d'exercer quelque chose avec de la substance. Ouais. Après, c'était le doctorat, donc je pense que de quelque sorte, c'était inclus dedans. Et puis, je continuais. Mais est-ce que c'est tellement différent de faire une podcast? Je pense que c'est la logique, elle est un peu pareille. Je suis sûre que c'est la curiosité qui est derrière. C'est un peu du reverse, parce que là, on va plus vous poser des questions quand même que vous ne posez les questions dans le podcast. Oui, mais je pense que c'est ce dialogue. Je pense que c'est un peu... Je vois des similitudes. Après aussi, c'était la manière d'être au jour avec tout ce qui sortait en ce qui concerne, quand j'enseignais encore les droits de l'Union européenne. C'était ma manière d'être à jour. D'être à jour, d'être en fait. obligé d'être à jour. Donc, toujours l'égoïsme qui sort. Bah, écoutez, ça n'a pas l'air d'être ce qui vous caractérise, mais visiblement, vous en faites la promo. Alors, votre vue d'égoïste à la tête des Product Excellence, c'est quoi? C'est un Client Success Plus, et donc je m'occupe d'interagir avec les clients pour enrichir les produits de la maison, la mi-liaison, pour qu'ils soient plus performants, enfin de Carnov d'ailleurs. Je croise les expériences que l'on peut avoir en Espagne sur certaines solutions pour pouvoir voir leur compatibilité en France. C'est coordonner les projets de recherche et développement du groupe. Qu'est-ce qu'on met dans Il y a tout pas ça? mal de notions que vous avez déjà récitées. Donc, en effet, il s'agit surtout de partir de la perspective du client. Donc, de comprendre quel est ce qu'on appelle le product market fit en fait, de la legal tech, qui est une notion très pertinente et passionnante, parce que quel est le product market fit dans le droit aussi. Je pense que c'est une notion pas trop étudiée, mais très intéressante aussi. Et en fait aussi... Vous voyez des changements là-dessus, puisque vous devez avoir des moyens marketing que les avocats n'ont pas, notamment des enquêtes clients et des clubs utilisateurs, en fait, des suivis, qui vous permettent de voir ce qui a bougé sur maintenant, on peut dire, 3 ans, puisque vous avez cette expérience. Il y a des choses qui sont en train de changer sur le marché, qu'on ne voit pas forcément. Je n'ai pas de données à citer, mais je suis convaincue que oui. Je pense qu'avec surtout l'intelligence artificielle générative et les outils d'accès direct, ces product market fit en droit, il est en train de changer. Après, tout dépend de l'analyse et des questions qu'on pose, etc. Donc, je ne pense pas qu'on... C'est le charme du marketing. Mais, exactement. Mais en tout cas, il y a des attentes, vous mesurez des attentes pour beaucoup d'optimisation des coûts. En fait, c'est très souvent ce qui arrive. Partage des coûts dans le groupe. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je crois. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que très souvent, les clients, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent non plus. Donc, en fait, et c'est ça aussi la richesse de l'innovation, que parfois, il faut lui montrer ce qu'il pourrait avoir avant qu'il sache qu'il en a envie ou besoin, encore mieux. Donc, c'est ça la beauté de ces métiers ou de ces postes, parce que je ne pense pas que ce soit un métier en soi. Après, on est aussi beaucoup sur la qualité de nos solutions. Donc, en fait, ajustement de nos qualités aux exigences du marché, aux outils concurrentiels, aussi à nos propres aspirations qu'on a sur la pertinence juridique, sur la mise en valeur de nos sources, etc., etc. Plusieurs critères, différentes méthodologies. Finalement, c'est un travail passionnant qui réunit à la fois les aspects très techniques, purement techniques, parce que je suis en contact quotidien avec des ingénieurs et des data scientists tous les jours. Et en fait, parfois, il faut les apporter, il faut oser à se prononcer sur
sur des conclusions, c'est-à-dire on peut voir des résultats, des performances, etc. Et il faut savoir où mettre les doigts, où est le problème. Donc ça, on essaye de le faire en binôme, ensemble. Et puis aussi connaître surtout ce que vous avez dit, le besoin du marché pour co-développer ces produits avec les clients. Si on regarde en fait l'univers des maisons d'édition, quelle est la caractéristique de votre maison, si ce n'est d'être donc suédo-danoise? Maintenant, je le sais. Est-ce que c'est par rapport aux autres grands acteurs une manière du coup de traiter un petit peu la matière différemment, d'avoir une stratégie qui sera différente de ce qu'on peut observer, soit chez un autre éditeur européen d'origine française ou un anglo-néerlandais? Je pense que ce qui nous différencie, c'est l'effet d'être purement axé sur le droit civil. Donc, on n'est même pas présent ni en Angleterre, ni aux États-Unis ou ailleurs, comme les concurrents. Ouais. Aussi, je pense que c'est notre rapport avec les clients. Si je comprends bien, on est très près j'espère que c'est toujours la vérité, on est très près de nos auteurs, on est très près de nos clients. La taille le permet encore. Et je pense que c'est ça la richesse, c'est aussi ce qui rend mon travail passionnant et faisable, de quelque sorte, que je puisse être en dialogue continu avec nos utilisateurs et qu'ils soient ravis, en plus, de me donner du feedback, ce qui est très rare parce que finalement, c'est leur temps. Si on va le chercher, on doit pouvoir en avoir, mais c'est vrai que les réponses sont toujours un petit peu compliquées. Vous allez être visionné par l'ensemble de votre management, donc c'est le moment de dire ce que vous voudriez avoir en plus pour être encore plus épanoui que vous ne l'êtes déjà chez l'AMI? Non, je pense que surtout récemment, je suis d'avis qu'il faut que nos résultats ils justifient nos demandes. Donc, en fait, avec la prise en poste en octobre-novembre de l'an dernier, nous sommes sur des projets qui permettent de démontrer des résultats. Donc, en fait, on apprend en marchant. C'est aussi la première fois que j'exerce le métier de la qualité de produit de la Legal Tech. Donc, je pense on apprend tous et on va faire les tris à la fin pour définir ce qui a été utile, ce qui n'a pas été utile. Parce que c'est ça aussi la beauté de l'innovation, que parfois on se lance dans des parcours et des projets ça ne marche pas toujours. Mais il faut que ça ne marche pas toujours. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. La chose qui vous a le plus surprise, en fait, quand vous mettez, parce que maintenant vous commencez à être une ancienne, 10 ans de développement et d'innovation derrière vous dans le droit, ça a un peu changé quand même en termes d'impétence à l'innovation, le marché du droit? Bien sûr, ça a beaucoup changé. Par contre, la réponse que j'avais déjà dans ma tête pour vous dire la plus grande surprise, que finalement, c'est pas tant différent que ça. Les défis sont tellement pareils. Une curiosité, j'avais fait mon doctorat pour étudier les opérations transfrontalières des sociétés. Et en fait, j'avais découvert qu'il y a quelqu'un de Stanford qui a étudié la même question sous angle de l'intelligence artificielle générative, qui n'était pas mon cas encore à l'époque, parce que ce n'était pas tout à fait tellement développé. Et j'ai lu l'analyse et en fait, les défis relevés de la sémantique, de l'ambiguïté de langage, etc., on ressort toujours les mêmes choses. Donc en fait, est-ce qu'on a tellement changé? Les droits n'ont pas tellement changé en soi. Donc, je pense que c'est ce que je commence à revoir, en fait, des mêmes choses. Il y a peut-être une petite question de vitesse quand même, même si les travaux sur la longueur que vous avez pu réaliser comme doctorat... Voilà, et de l'accessibilité, des coûts, beaucoup de questions. Et c'est pour ça que j'ai répondu positivement. Est-ce que ça a évolué? Bien évidemment, ça a changé. Mais le droit, d'un point de vue technique, on se confronte au même problème. Voilà, petit message aux étudiants en droit, même si vous faites de la Legal Tech après, il faut que vous soyez de très bons étudiants en droit. Cher Iga, un immense merci de nous avoir reçus chez vous, en fait, et de nous recevoir chez vous. Merci à l'AMI Liaison et à Open Law pour leur confiance qu'ils font pour ce programme. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux Illuminés du droit. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.